C'est le 13h de Truth TV, merci d'être des nôtres. Le ministre ivoirien de la Défense en visite hier à Ouagadougou. La question de la lutte contre le terrorisme a été au cœur des échanges avec son homologue burkinabé. Question sécuritaire, toujours au Burkina Faso, la stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent a été concrétisée hier. Commémoration aujourd'hui du 40e anniversaire du décès du célèbre reggaeman Bob Marley. Nous sommes allés à la rencontre d'une reggae woman burkinabé découverte dans ce journal. Nous sommes en direct de Dagnoé à Ouagadougou. Bienvenue à tous. Audience au palais de Kosiam à Ouagadougou. Le président du Faso-Rokma, Christian Kaboré, a reçu hier le ministre d'État ivoirien, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Lors de cette rencontre, les échanges ont été axés sur les relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. La question du terrorisme a également été abordée. Écoutons le ministre ivoirien de la Défense à sa sortie d'audience. Non, je ne peux venir en terre burkinabé sans venir présenter mes civilités au président du Faso. Il était normal que nous puissions passer, le saluer, lui faire un message du président Ouattara. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous connaissez un peu les liens qui unissent les deux pays. Et chaque fois que nous nous retrouvons en terre burkinabé, nous avons le devoir de venir saluer le président du Faso et c'est ce que nous avons fait ce matin en lui faisant un message du président de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous rassurer, c'est vrai que nous avons le mois dernier été l'objet d'attaques terroristes, ce qui est une réalité. Il y a eu des pertes en vie humaine de la part de nos forces de défense et de sécurité, ce que nous avons beaucoup déploré. Nous pensons que la lutte contre le terrorisme ne peut être menée par un seul État. Il faut donc, comme je le disais tout à l'heure, mutualiser les efforts, se tenir informés, essayer de mettre ensemble nos moyens. Comme vous pouvez le savoir, nous sommes des pays en développement. Nous n'avons pas beaucoup de moyens et il est important que nous puissions les mettre ensemble pour lutter efficacement contre ce fléau. Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire intéresse le Burkina Faso. Bien entendu, ce qui se passe au Burkina intéresse au plus haut niveau la Côte d'Ivoire. Je le dis et je le dis en toute franchise, c'est deux pays qui ont des destins liés. Et pour ce faire, nous devons nous mettre ensemble pour essayer de faire en sorte que nos populations puissent vivre en paix et en sécurité. Dans la même actualité, le ministre ivoirien de la Défense présent à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé, a effectué une séance de travail avec son homologue burkinabé, Chérif Sy. Les questions d'ordre sécuritaire ont encore une fois de plus été abordées. Selon les deux homologues, il est impératif de conjuguer les efforts pour faire face aux groupes armés. Michael Toukré. À travers cette séance de travail, les ministres de la Défense de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso veulent davantage mutualiser leurs efforts dans le cadre de la lutte contre les groupes armés. Comme vous le savez, aussi bien le Burkina que la Côte d'Ivoire, nous sommes tous confrontés à des défis sécuritaires. Ces défis sont de plusieurs ordres, mais le principal défi est celui donc du terrorisme que nous vivons quotidiennement. Nous avons pensé qu'il était bon que nous puissions ensemble voir comment est-ce que nous pouvons mutualiser nos forces pour essayer de freiner la montée de ce fléau. Cette présence du ministre ivoirien de la Défense dans la capitale burkinabé s'inscrit dans le cadre d'une tournée sous-régionale pour évoquer avec les autres ministres de la Défense la question sécuritaire qui se dégrade de plus en plus dans la bande sahélo-sahélienne et touche de plus en plus les pays côtiers. Une première tournée sous-régionale pour discuter justement de l'ensemble de ces questions
sécuritaire-là, avec un certain nombre de ses homologues, il n'y a plus donc de choisir le Burkina Faso, ce en quoi nous lui sommes très reconnaissants, chose qui témoigne aussi de l'imbrication de nos deux territoires et de la nécessité de pouvoir mutuellement nous protéger. Il existe un cadre qui a été défini il y a de cela 1 an pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons mutualiser nos moyens pour pouvoir aller de l'avant. Il est important que nous puissions voir dans quelle mesure activer ce cadre et nous en avons discuté de façon importante tout à l'heure. Téné Brahima Ouattara, faut-il le rappeler, a été nommé ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire le 6 avril 2021. Parlant d'efforts pour combattre le terrorisme, le gouvernement burkinabé vient à bout de l'accord donné il y a plus de 3 ans en ce qui concerne l'élaboration d'une stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent. Cette stratégie a finalement été validée après examen. Maxime Jean-Eudes Bambara vous donne des précisions. Après l'élaboration du projet de la stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent, l'heure est à l'examen et à la validation de ce document ainsi que de son plan d'action. C'est l'objectif de cet atelier qui réunit autorités coutumières et religieuses, membres d'organisations de la société civile et représentants des différents ministères concernés. Pour le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, les questions de radicalisation et de l'extrémisme violent dans l'espace G5 Sahel et particulièrement au Burkina Faso s'imposent comme des questions concrètes auxquelles des solutions concrètes doivent être trouvées. Nous sommes dans une situation sécuritaire que vous connaissez bien et l'un des paramètres justement de cette situation sécuritaire-là, c'est qu'elle est liée à la montée de l'extrémisme violent. Des jeunes, des frères, des sœurs, des enfants à nous ont eu le malheur de se laisser embrigader par des visions que certains leur ont servi en matière d'extrémisme là et ont même pris donc les armes contre leur communauté donc, et contre leur nation. Il va de ce que nous ne pourrons pas gagner la guerre donc, contre le terrorisme là si nous n'arrivons pas à transformer donc, la mentalité de ceux qui, hélas, se sont laissés induire en erreur. Et c'est ce à quoi donc, va servir cette stratégie-là. En plus, bien entendu, de faire en sorte qu'on puisse leur donner un nouvel avenir et qu'ils ne soient plus tentés donc, de rejoindre les groupes terroristes. Cet atelier est donc une étape cruciale qui va donner suite au déploiement de cette stratégie sur le terrain à travers des projets et programmes au profit des populations. L'élaboration de ce document a bénéficié de l'appui financier du gouvernement américain à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international. C'est une stratégie qui touche en plusieurs domaines qui sont très importants pour la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Ça touche dans le domaine des droits humains, le développement économique, la justice, les opportunités et ça tient à la tolérance et l'inclusion, la cohésion sociale, tout ce qui sont très importants. Et donc, nous souhaitons que la stratégie sera mise en œuvre et que ça dépendra de la coordination et la volonté de tout le monde pour réussir. Entamé depuis 2018, le processus d'élaboration de la stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent s'est voulu participatif selon le ministre de l'administration territoriale Clément Sawargo. Après son adoption par ses participants, ce projet sera soumis à l'appréciation du gouvernement, ce qui permettra de dérouler le plan d'action sur le terrain. Inauguration d'une antenne régionale ce samedi de l'Office national d'identification à Dédougou. Les populations de cette localité de la boucle du Mouhoun pourront désormais faire leur carte d'identité sans effectuer de longues distances. Un soulagement pour ces dernières. Nadine Zongo vous fait le compte-rendu. J'avais besoin d'une CNB. Il a fallu que je me déplace jusqu'à Bobo pour me faire délivrer une CNB. Tu peux faire ta CNB. Tu peux faire 4 mois, 3 mois, 6 mois. Après, si tu ne repars pour quand ta CNB, on dit que c'est grillé. Donc, tu as des problèmes. Dédougou Bobo Dioulasso. Parcourir 290 km et attendre 4 mois juste pour avoir une carte nationale d'identité. Les Dédougou-Villois perdaient en temps et en argent.
Désormais, c'est fini les va-et-vient et les dépenses pour une CNIB, carte nationale d'identité burkinabé. L'ONI, chargée de la délivrance de ce document, est maintenant installée à Dédougou. Depuis la phase de test jusqu'au 7 mai dernier, cette antenne régionale a reçu plus de 65 000 demandes de CNIB. Le besoin se faisait ressentir selon Aristide Béré, directeur général de l'ONI. Cette antenne était reliée au centre de production de Bobo-Dioulasso. Le même centre de production de Bobo-Dioulasso couvrait aussi bien la région de la Bougoudimoun que les régions des Cascades et du Sud-Ouest. C'est dit donc qu'elle avait à sa charge 4 grosses régions, et l'antenne de Bobo ployait en fait sous le coup des demandes. C'est pourquoi dans la logique de décongestionner le système de production et de délivrer avec beaucoup plus de célérité la carte nationale d'identité aux citoyens, nous avons procédé à l'ouverture ce matin, qui constitue en fait un grand pas dans le processus de déconcentration, mais aussi dans le processus dynamique de délivrance avec diligence de la carte nationale d'identité. Pour la population de Dédougou, ce problème est pallié. Mais force est de reconnaître que Aristide Béré et son équipe ont encore du travail. Au Burkina Faso, on enregistre plus de 10 500 000 personnes qui n'arrivent pas à justifier de leur identité. Et cela pour diverses raisons. Il y a des raisons liées aux individus eux-mêmes. Par exemple, le manque de documents de base. Vous savez que quand vous n'avez pas d'acte de naissance, vous ne pouvez pas avoir la carte d'identité. Il y a un certain nombre de documents aussi qui sont exigés et qui sont nécessaires à la production de la carte d'identité. Donc c'est dire qu'à la base, il faut que le citoyen lui-même possède les documents nécessaires à la confection de la carte nationale d'identité. Ça, c'est un premier pas. Il y a aussi des questions liées à la nature, c'est-à-dire à l'institution même. Vous savez que tu peux avoir la carte d'identité, tu peux avoir les 2500, tu peux avoir l'acte de naissance, tu peux avoir les 2500, mais malgré tout, l'éloignement fait que tu ne peux pas, par exemple, quitter Nouna ou bien quitter Gourgagui pour venir jusqu'à Ouagadougou pour faire sa pièce d'identité. Donc, il y a des éléments subjectifs liés à l'individu et aussi des raisons objectives que nous reconnaissons et auxquelles nous travaillons à lever. L'antenne régionale de Dédougou a une capacité de production de 1000 cartes d'identité par jour. À terme, elle devra produire 2000 cartes d'identité par jour. Selon les premiers responsables de l'ONI, bientôt ce sera au tour de Gawa de recevoir les services de l'ONI. Avec le ministère de la Sécurité, l'ONI s'est lancé dans une dynamique de déconcentration de ses structures. Selon le ministre en charge de la Sécurité, l'identification est très importante en ce moment où le terrorisme sévit au Burkina Faso. Il a par ailleurs annoncé que les forces de défense se rapprocheront davantage des populations de Dédougou au cours de cette année 2021. Signature de convention hier entre le ministère de l'Éducation nationale et la Commission de l'informatique et des libertés. Objectif, promouvoir la sensibilisation sur la protection des données personnelles et de la vie privée en ce qui concerne les élèves et les enseignants. Ami Valiant avec la voix de Michael Tougré. Des modules de formation sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication TIC seront désormais inclus dans les curricula de formation au ministère en charge de l'Éducation nationale. À cet effet, une convention a été signée entre le ministère et la Commission de l'information et des libertés CIL. Et nous avons vu ce qui se passe donc dans le système éducatif, ce qui nous a interpellés. Nous avions pensé qu'il était bon à l'époque de signer une convention de collaboration pour que la CIL nous accompagne, pour que nous puissions élaborer des modules de formation qui vont être intégrés dans les curricula donc de formation de nos élèves en termes d'éducation au numérique et d'éducation au numérique et à la protection de la vie privée. Et donc, ce sont ces démarches-là qui ont abouti aujourd'hui à la signature d'une convention de collaboration, donc sur 10 ans, pour que nous puissions effectivement travailler à la sensibilisation sur la question des données personnelles, sur la manipulation des données. Cette cérémonie a été aussi une occasion pour le ministre en charge de l'Éducation nationale de demander l'appui de la CIL dans le cadre de l'organisation des assises sur l'éducation. Une démarche du ministre Ouaro saluée par la présidente de l'institution. Nous avons reçu ce matin du MENA, les TDR, et nous allons apporter notre contribution. Et à cet effet, nous allons incessamment convoquer une commission des commissaires pour pouvoir donner et faire des amendements et apporter notre contribution pour un bon aboutissement de ces assises-là.
Donc en cela, je remercie vraiment la démarche participative que le MENA a eue en incluant tous les acteurs de la société, de notre société, afin que chacun puisse se prononcer sur le système éducatif de notre pays. Cette convention entre le ministère en charge de l'Éducation nationale et la Commission de l'information et des libertés civiles a une durée de 10 ans renouvelable. Ce projet vise donc à sensibiliser les élèves et les enseignants sur la protection des données personnelles et de la vie privée. À quelques jours de la fin du mois de Ramadan, les fidèles musulmans sont appelés à prélever la zakatul filtre ou l'aumône de la rupture, un geste de solidarité envers les plus démunis et aussi un moyen pour le jeûneur de purifier son jeûne. Abdelhaïm Yeye. L'aumône de la rupture, zakatul fitr, est un prélèvement alimentaire au profit des personnes nécessiteuses. Il s'agit pour le musulman ayant un minimum de moyens de venir en aide à ces dernières afin qu'elles puissent s'alimenter convenablement le jour de la fête. L'acquittement de cette aumône incombe au chef de famille qui prélève pour tout ce qu'il a à sa charge, explique l'imam Lassane Sakandé du Serfi. La zakat al-fitr, c'est tous ceux qui sont dans le besoin, les pauvres, les nécessités, les démunis, les personnes vulnérables. Alors qu'ils soient des proches parents ou pas, ils sont bénéficiaires de la zakat al-fitr. Elle se prélève soit en céréales, ou soit on peut aussi la convertir en argent et puis donner. La zakat al-fitr incombe aux responsables de la famille, qui doit non seulement prélever pour lui-même, mais aussi prélever pour tous les membres de sa famille. Même les enfants qui n'ont pas jeûné, qui n'ont pas l'âge de jeûner, on doit prélever pour chacun. L'objectif est que ça soit beaucoup et que ça puisse profiter à un plus grand nombre de personnes. À en croire Imam Sakandé, il est recommandé de prélever de la céréale ou de l'argent suivant une quantité bien déterminée. L'objectif est qu'elle puisse profiter à celui qui la reçoit le jour de la fête. La quantité, c'est environ 2,6 kg de céréales pour chaque individu. Autrement dit, on pourra convertir cela en argent et multiplier par le nombre des membres de la famille et puis s'en acquitter. Ça peut être le riz. On dit de donner ce qu'on a l'habitude de consommer chez nous-mêmes. Alors, le riz, le mil, le maïs, et les pâtes alimentaires, le couscous, tout cela on peut prélever. Et l'idéal, c'est de donner vraiment ce qui serait utile aux bénéficiaires. La zakatul fitr est une obligation pour le musulman selon l'explication de l'imam. Elle permet non seulement de soutenir les plus pauvres, mais aussi de purifier le jeûne de celui qui la prélève. Vous le savez, nous sommes faibles, nous sommes des êtres humains, on n'est jamais parfait. Il arrive que malgré tout, malgré notre bonne volonté de bien faire, on trébuche en commettant des péchés par-ci, par-là, qui vont entacher la qualité de notre jeûne, d'impureté. Donc l'objectif premièrement de la zakat fitr, c'est de purifier ces jeunes-là afin qu'ils puissent atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Inna Allaha tayyiban la yaqbalu illa tayyiban. Deuxièmement, elle constitue une nourriture pour les pauvres, les nécessités, les jours de la fête, afin que tout le monde soit dans la fête, tout le monde soit en joie, tout le monde puisse avoir quelque de quoi donner à sa famille pour faire la fête. La zakatul fitr est prélevée du 3e jour avant la fête jusqu'à la célébration de la prière marquant la fin du jeûne. Après cette prière, la zakatul fitr n'est plus valable mais devient une simple aumône, insiste l'imam. Il précise également que ne pas prélever cette zakat alors que l'on dispose de moyens pour le faire constitue un péché. Et de la mode dans ce journal, la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso a initié ce samedi à Ouagadougou un défilé pour apporter sa contribution dans ce secteur de la fashion au burkinabé. Une activité qui entre dans le cadre de la célébration de la journée de l'Europe, le compte rendu avec Ami Valiant sous la voix d'Alice Ouetraogo. Ce sont au total 10 stylistes qui ont tour à tour montré leur savoir-faire en matière de couture. Un défilé de mode organisé par la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. Et c'est l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso qui a présidé ce rendez-vous culturel. Selon lui, cette initiative est une manière pour l'Union européenne de rendre hommage à tous les stylistes en soutenant ce projet dénommé Mode ethnique.
C'est dans le cadre du 9 mai, la journée de l'Europe, que nous avons pensé, il faut valoriser la créativité, la culture, mais surtout la mode au Burkina Faso. Et là, il se fait un travail énorme. Des débuts de la chaîne, n'est-ce pas, ce sont des femmes que nous soutenons qui font des tissus. Mais après, il y a des créateurs, des couturières très sophistiqués, très avancés, avec beaucoup de créativité, qui font un travail énorme. Et là, nous sommes très très fiers que nous pouvons soutenir ces gens-là. Et à la tête du comité d'organisation de ce défilé, Alex Zampsonré de Ouaga Fashion Week. Pour lui, cette activité met sous le feu des projecteurs un secteur peu connu qu'est la mode. Je suis très fier parce que déjà c'est une valorisation, c'est la valorisation d'un secteur, je dirais, sous-connu ou sous-coté, je dirais, et l'Union européenne qui nous a mis dans ce créneau pour la fête de l'Europe. C'est pas pour une fête africaine, c'est une fête de chez eux. Et là, j'en suis heureux on ait mis le Faso d'Anfani en valeur sur tout l'espace africain. Et je suis sûr que ce défilé mettra aussi en valeur notre tissu local sur le plan international. Et c'est juste une satisfaction, juste un plaisir pour moi d'avoir pu piloter un projet pareil, et merci à l'Union européenne de valoriser l'art burkinabé, la mode burkinabé, la culture burkinabé et le textile burkinabé. La mode burkinabé a été mise en valeur par les créateurs à travers le Faso d'Anfani et le Kokodonda. Et du sport à présent, championnat de 2e division du football burkinabé. On connaît désormais les clubs champions qui iront en première division la saison prochaine. ASK et Kiko FC champions respectivement dans la poule A et B rejoignent l'élite, alors que AS École, CAS, UAS et Bafouji sont relégués en 2e division. Plus de détails avec Assami Tiemtoré. La saison 2020-2021 en 2e division est bouclée depuis ce dimanche. Dans la poule A, ASK, avant la 22e journée, avait déjà validé son ticket pour la montée en D1. Avec 48 points totalisés et 44 points pour son poursuivant direct AS Temabokin, la défaite de ASK face à l'AS École, 1-0, ne l'a pas empêché de se hisser en élite. Objectif atteint donc selon l'entraîneur. Un goût d'inachevé, je dirais non, parce que comme la montée était déjà effective, il fallait essayer aussi de donner un temps de jeu à ceux qui ne jouaient pas et essayer de faire tourner l'effectif. Je pense que l'idée générale c'était ça ce soir. Et je pense que c'est ce qui a causé la défaite. ASK, qui avait connu la première division dans les années précédentes, retrouve donc un championnat qu'il maîtrise déjà. Conscients, les dirigeants se disent déjà prêts pour assurer le nécessaire pour y rester le plus longtemps possible. Ce projet, c'est quand même permettre aux clubs qui sont hors de Ouagadougou et de Bobo, de jouer avec les élites. Parce qu'il faut reconnaître qu'en dehors de Ouagabobo, il n'y a pas de club comme ça qui s'affiche en première division. Et il faut reconnaître que aussi l'ASK a une histoire. L'ASK a été en première division pendant au moins 5 ans avant de descendre en 2e division. Donc c'est quand même un club qui s'y connaît et qui renoue avec la première division. Je pense qu'on aura notre partition à jouer. Dans la poule B, Kiko FC, sans être inquiété, goûte pour la première fois le haut niveau. 4 équipes donc sont reléguées en 3e division, à savoir AS École et CAS dans la poule A et USS et Bafouji FC dans la poule B. C'est donc la fin de la saison en 2e division. Nous vous le disions en titre, à l'occasion de la célébration du 11 mai, journée commémorative de l'anniversaire du décès de l'artiste reggaeman jamaïcain Bob Marley, nous nous sommes penchés sur ce style musical et la présence de plus en plus de femmes dans cette sphère. Au Burkina Faso, Nourat en est une référence. Elle nous parle de son amour pour le reggae et de sa vie dans le mouvement en tant que femme, découverte avec Abdelhaï Migné. C'est l'une des rares voix féminines burkinabè dans le domaine du reggae. Amoureuse de ce genre musical depuis son adolescence, Nourat décide d'embrasser une carrière dans le reggae après son premier album qui était d'un autre style musical. Débutée par des interprétations, elle finit par être séduite par le message véhiculé dans la plupart des musiques reggae. J'écoutais la musique de Bob Marley, de Lucky Dubé, tout ça, mais sans pour autant
comprendre le message. Et au fur et à mesure, comme j'ai fait des études en anglais, j'ai commencé à percevoir le message. J'ai vu que c'est un message, la plupart du temps spirituel, un message qui invite à l'amour du prochain, un message qui invite au partage et un message qui invite à l'éveil des consciences, voilà, surtout de notre société africaine. Donc, après mon premier album, avec mon producteur, cette flamme de reggae la vivait toujours en moi. À la fin, je me suis dit, pourquoi pas même épouser ce genre musical-là. Donc, j'ai abandonné mon producteur en 2014. Disons qu'on a rompu le contrat et je suis allée du côté du Madiba Matai. C'est un temple de reggae. On faisait que du reggae. Seule femme parmi les hommes au début de sa carrière dans le reggae au Burkina Faso, Nourat a eu besoin d'accompagnement de la part de ses encadreurs pour surmonter les préjugés. Aujourd'hui, elle pense être acceptée par le public burkinabé. Il faut dire qu'au début c'était pas facile parce que j'avais que des hommes autour de moi, mais j'ai eu aussi des gens qui m'ont encouragé. Voilà, par exemple quand j'étais au Madiba Matai, il y avait King Fire qui était là, il y avait Ras Duval, paix à son âme, il y avait Tino, il y avait Auguste aussi, paix à son âme, et ils m'encourageaient, me disaient qu'ils me sentaient plus bien dans le reggae, que je dégageais plus d'émotions, voilà, plus d'énergie quand je chante le reggae. Donc ils m'ont encouragé. Et aujourd'hui, vraiment, je rends grâce à Dieu parce que les gens m'acceptent de plus en plus. Les gens m'acceptent de plus en plus avec le single qui est sorti, Burkina Soldat, et avec les scènes qu'on fait. Les gens sont en train de plus en plus de s'imprégner de ce style-là, côté féminin. Donc, je peux dire que ça va. Le 11 mai, journée d'hommage à Bob Marley, est vue par Nourat comme une journée de méditation pour tous les adeptes du rastafarisme. Cette journée est dédiée, pour moi, est dédiée à tous les rastas, à tous les reggaemen, et c'est aussi une journée de méditation. Il faut que les gens comprennent que être rasta ou être reggaeman, c'est pas avoir des locks, c'est pas fumer de la ganja à longueur de journée. C'est aussi méditer, puisque le rastafari même c'est un mouvement spirituel dans lequel les rastas croient même à la Bible. Ils suivent beaucoup le livre de Lévitique. Donc il faut méditer sur tout cela, sur comment partager l'amour avec son prochain, sur comment vivre dans notre société, sur comment éveiller les consciences, sur comment faire le bien autour de nous. Contrairement aux critiques et aux préjugés véhiculés par certains, Nourat estime qu'être rasta ne signifie pas consommer de la drogue. C'est un mouvement qui prône la solidarité et le bon comportement, ajoute-t-elle. Give thanks and praise to the Lord and I will feel alright. Bless up. Et c'est ici que prend fin cette édition de la mi-journée. Bonne célébration du 11 mai à tous les Rastafaris.